6 novembre 1918. Chers concitoyens, bientôt un grand jour aura lieu. Dans quelques jours, l'armistice va être signé. Ce sera un grand moment de joie. J'espère que nos généraux le signeront rapidement pour pas que d'autres citoyens de notre petite commune meurent sur le champ de bataille. Déjà 120 hommes et femmes, soldats, infirmières, militaires sont morts. Je sais que certains hommes envoient des lettres ou des paquets à leurs familles, mais ils ont combattu dans les tranchées, dans l'horreur, dans la boue, en attendant avec impatience la relève pour manger. Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt signé, je vous le promets. « 11 octobre 1918. Je m'appelle Suzanne, j'ai 24 ans et aujourd'hui je commence un journal intime. J'ai besoin de me confier. J'ai 2 frères, Charles, 27 ans, et Martin, 19 ans. Jusqu'ici, je vivais seule avec mes frères et mon père. Vous vous demandez où est ma mère, non ? Eh bien, elle est décédée suite à la naissance de Martin. Le 1er août 1914 a été annoncée la guerre. Mes frères et mon père ont préparé leurs affaires et sont partis sous une pluie battante. J'avais peur. Mais ils avaient essayé de me rassurer en me disant que tout irait bien, que la guerre ne durerait pas, etc. Mais cela ne m'avait pas beaucoup aidée. J'ai passé 20 jours à faire la moisson. Le 27 septembre 1914, j'ai reçu une lettre m'invitant au front pour être infirmière. Le 28 au soir, je recevais mon uniforme. J'étais admise au service radiologique, accueillie par le lieutenant à Limoges et un soldat surnommé Hublot pour ses merveilleux talents en espionnage. Le 3 octobre 1914, j'ai sauvé mon premier soldat dans les tranchées. 30 octobre 1918. Près d'un lit dans l'infirmerie, un jeune homme du nom d'Olivier lisait un livre. Cet Olivier était le fameux soldat que j'ai sauvé, mais aussi mon premier amour. Malheureusement, j'ai fait l'erreur de mettre de l'espoir dans cette relation. Aujourd'hui, sa plaque a été retrouvée dans un fossé. 4 novembre. Plusieurs rumeurs traînent en ce moment. Les gens disent que la guerre est bientôt finie. Mon seul moyen de m'aérer la tête est de lire le journal, surtout quand il parle d'une aviatrice, Madame William Duffy. 9 novembre 1918. Cela fait aujourd'hui 1 semaine que je n'ai pas de nouvelles de mon père. 11 novembre 1918. Aujourd'hui est un jour de fête. Ce matin, à 5h45, a été signé l'armistice. La plupart d'entre nous l'ont appris en lisant Le Figaro. Dans l'infirmerie, nous avons tous porté un toast à cet armistice, dans la joie et la gaieté. Nous sommes enfin soulagés. 13 novembre 1918. J'ai enfin retrouvé ma famille, mais pas dans son entièreté. Martin a été fusillé après avoir essayé de déserter. Mon père a perdu son bras droit. Nous sommes allés cet après-midi rendre hommage aux morts devant l'Arc de Triomphe. La plupart des soldats présents étaient amputés ou blessés. Comme symbole, les derniers pigeons voyageurs ont été relâchés. C'était un moment émouvant. Cette fois-ci, c'était la der des der.
Infirmiers, infirmières, réunissez-vous autour de la table d'opération, installez-vous et asseyez-vous. Messieurs les soignants, mesdames les infirmières, j'ai eu vent, par le général, de la meilleure nouvelle que je n'ai jamais entendue. J'ai peine à contenir mon émotion. Depuis quelques semaines, circulent des rumeurs qui disent que l'Allemagne recule, que leur chancelier abdique et que la paix est proche. Selon notre état-major, ces rumeurs se révèlent exactes. Je sais à quel point cela est bouleversant, et certains n'y croient certainement pas. Je vous demande de me faire confiance. Certains d'entre vous sont mes collègues depuis 4 ans. Nous avons cousu tellement de plaies, retiré tellement de balles des corps des soldats meurtris. Je ne suis peut-être pas le médecin que vous attendiez en 1916 sur ce front belge, mais je vous prie de me croire. Je vous prie d'envoyer à vos proches, restés à l'arrière, des lettres et des paquets pour leur dire que la paix est proche. Votre travail est bientôt fini ici, mais ne vous relâchez pas. Ne laissez pas mourir des hommes sous prétexte que la paix est proche. Ne faisons pas plus de victimes. Nous voyons suffisamment de cadavres roués de coups ou rongés par les rats. Impulsons le courage à ces hommes courageux, qu'ils vivent jusqu'au bout pour rejoindre leur famille. Je crois en la paix, je crois en la vie. Alors restez en vie et faites votre travail jusqu'au bout. La France vous en sera reconnaissante. Imaginez la fierté de vos proches quand vous reviendrez tous, beaux dans vos costumes de soignants, la fleur au fusil et la décoration brodée à l'épaule. Haut les cœurs, messieurs et mesdames, et bonne chance. Vive la France. « 18 octobre 1918. Je m'appelle Lucie. Depuis maintenant 4 ans, je travaille au champ, accompagnée par plusieurs autres femmes. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et j'espère chaque jour recevoir une autre lettre de Pierre. Sa dernière lettre date d'au moins 1 mois. Elle contenait une bague qu'il a taillée à l'arrière du front. Nous sommes maintenant fiancés. Je lui poste une lettre par jour, mais je soupire en ayant peur qu'il ne puisse plus jamais y répondre. Le père de ma nièce est mort au front, ce qui a entraîné le suicide de sa mère, ma sœur, laissant leur fille de 7 ans, seule, sous ma responsabilité. Pour lui faire oublier ce drame, je l'emmène au champ afin qu'elle puisse m'aider dans les tâches quotidiennes. Je sais qu'elle a besoin de quelqu'un d'affectueux, et moi aussi, alors on s'entraide. Et depuis que je m'occupe d'elle, j'ai retrouvé le sourire. 30 octobre 1918. Je manque cruellement de sommeil à force de me lever tôt, chaque matin, pour vérifier ma boîte aux lettres. Mais ce matin, j'ai bien fait de me lever, car j'ai reçu, enfin, une lettre de mon bien-aimé. En allant poster ma lettre de réponse, je décide d'aller acheter le petit journal, sur lequel on peut voir un général français serrer la main d'un général américain devant un fossé. La France serait-elle sauvée? En relevant la tête, j'aperçois une colombe. Serions-nous bientôt en paix? 11 novembre 1918. Ce matin, nous sommes tous conviés sur la place de la ville pour entendre l'annonce d'un grand général de guerre. Nous attendons, toujours dans le froid. Le général sort enfin du bâtiment. Il est 11 heures. Tout est allé très vite. L'armistice est annoncé. Les gens crient de joie. Je prends ma nièce dans mes bras. Beaucoup pleurent. D'autres rient en s'enlaçant. 12 novembre 1918. Aujourd'hui, tout le monde se dépêche d'accourir au kiosque à journaux. Des dizaines de personnes s'arrachent des mains le journal de la paix. En voyant la première de couverture, j'éprouve un pincement au cœur. On voit une femme embrassant son mari soldat. Mon Pierre n'est toujours pas rentré. 13 novembre 1918. J'ai du mal à respirer. Mon cœur bat trop vite. On attend toutes nos frères, nos pères, nos fils, nos époux. Un wagon arrive enfin. Je commence à pleurer. Pierre avance vers moi. Après de longues retrouvailles, nous rentrons tranquillement chez nous. Nous allons nous marier le plus vite possible. Notre histoire doit continuer. C'est la der des der. J'ai eu de la chance et je dois prendre soin de ma nièce que la guerre a rendue orpheline. J'espère n'avoir plus jamais le besoin d'écrire ici. Lucie. Je m'appelle Marcel et je suis un jeune volontaire de 22 ans.
Je fais partie du 11e régiment d'infanterie. Cela fait 4 ans que je suis sur le front. Malgré toutes les blessures que j'ai pu endurer, je suis toujours là, sur le front, en train de me battre contre les Boches qui ont l'air d'avoir un nombre infini de soldats. Je suis sourd de l'oreille depuis une explosion a éclaté à quelques mètres de moi. J'ai voulu aider un ami qui était gravement blessé, qui avait besoin de moi d'une... Pardon, excusez-moi. J'ai voulu aider un ami qui était gravement blessé, qui avait besoin d'une aide médicale urgente, mais il est mort avant que je ne puisse le sauver. Les plus hauts gradés nous brusquent vers le No Man's Land où beaucoup de mes camarades périssent sous les bombardements et les rafales de coups de feu. Avant ce massacre, j'étais accordéoniste. J'avais une vie. À présent, je ne suis personne. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre et cette guerre me paraît interminable. Au fond de notre tranchée, nous nous inquiétons de la victoire des Boches. Nous regardons nos montres chaque heure en espérant que tout se termine tout de suite et qu'on puisse retrouver nos familles. Je perds espoir. Nous ne sommes plus que très peu. La moitié de mon infanterie est morte et personne pour les remplacer. Heureusement, une rumeur de paix traverse les tranchées. Le sentiment d'espoir revient me traverser l'esprit. Je me réfugie dans un fossé car une partie de la tranchée est complètement recouverte de boue à cause des bombardements. J'entends un clairon au milieu des coups de feu. Ils ont cessé tout à coup. Je me demande ce qui se passe. Je tremble et j'ai peur. Soudain, les hommes se sont mis à crier et je compris que nous sommes sauvés. Je sors du fossé lentement, craignant de me prendre une balle perdue. Je rejoins mes camarades avec lesquels j'ai une conversation. Un homme arrive avec un journal à la main, la dépêche. Dessus, il est écrit que la guerre est finie. J'eus des larmes de joie. J'allais enfin pouvoir retrouver mon amour, Claudette. Je pris tranquillement le chemin de ma maison. Je vais essayer d'oublier toutes ces horreurs et reprendre une vie normale et paisible. Dans le Gard, dimanche 18 octobre 1918, une jeune femme nommée Eugénie venait de terminer son petit déjeuner. Elle reprenait le travail dans une usine d'armement. Elle avait le devoir de faire attention et de ne pas agiter les obus. À chaque fois qu'elle en terminait un, elle le notait sur un tableau noir à la craie. Les obus qu'elle fabriquait aidaient les hommes au front. Son mari, Charles, était parti au front depuis plusieurs mois. Pour subvenir à ses besoins, elle devait travailler dur. Son travail d'ouvrière était très prenant. Elle avait peu de temps pour s'occuper d'elle. Tous les samedis après-midi, avec une collègue de l'usine, elle distribuait des limonades. Et ces limonades permettaient aux femmes et aux enfants de penser à autre chose que la guerre. Le 23 octobre 1918. Ce matin, une lettre m'attendait au pied de la porte. Avant de l'ouvrir, j'espérais qu'elle n'annoncerait pas la mort de Charles. Et puis je l'ouvris. Le 30 octobre 1918, je n'avais pas cru à la paix, jusqu'à ce que le maire vienne me voir pour me faire part de l'information. Le 11 novembre 1918, les journaux affichaient la paix, les cloches sonnaient, l'armistice était signé. J'étais tellement heureuse. Charles allait rentrer à la maison. Cependant, j'étais préoccupée. La fin de la guerre annonçait aussi la perte de mon travail à la fabrique d'armement. Le 16 novembre 1918, je me trouvais sur le quai de la gare. J'attendais Charles. Après de longs mois d'attente, je le vis enfin. Mon Charles était enfin rentré. Nous nous sommes serrés, fort, et puis nous sommes rentrés, tranquillement, à la maison.
9 novembre 1918. Mon cher Georges, quelle joie de recevoir de tes nouvelles après presque un mois de silence. Maman prie tous les jours à l'église pour que rien de mal ne t'arrive dans ta tranchée. Elle a mis un cierge à Notre-Dame encore ce dimanche matin. Partout, on parle de la fin de la guerre. Monsieur le maire dit que c'est une question de jours, d'heures. Il sait qu'à Paris, les hommes politiques discutent des clauses de l'armistice et de ce qu'ils ont demandé à l'Allemagne pour reconstruire notre pays. Quand tu reviendras, nous ferons une fête pour célébrer ton retour et la libération de tous nos hommes partis au front. Ce sera triste pour nos voisins. Leur fils Jean a été tué d'un éclat d'obus en Alsace. Comme tu es allé à l'école avec lui, tu pourras peut-être les aider à la ferme s'ils n'ont pas assez de bras pour la culture. Ils voudront sans doute que tu racontes comment se sont déroulés ces derniers combats. Tu essaieras de cacher les horreurs pour ne pas leur faire trop de peine. Tu feras comme ton bon cœur le dira. Il fait encore bien gris. Novembre est froid cette année. J'espère que tu peux faire du feu pour te réchauffer et que la vermine te laisse enfin tranquille. Maman a commencé à faire des provisions pour te fêter quand tu seras enfin avec nous, et pour longtemps, j'espère. Ta sœur qui t'aime, Jeanne. 12 novembre 1918. Ma chère Jeanne, aujourd'hui, le lendemain du 11 novembre, nous sommes enfin libérés de cette ambiance de guerre. Et je suis pressé de vous revoir, toi et maman. Après 2 ans, nous reverrons enfin. Quelle joie! Ici, au front, nous nous préparons à revoir nos familles. Après ce conflit sanguinaire qui nous a longtemps séparés et divisés, nous partons donc demain à l'aube, laissant derrière nous un champ de bataille où des vies ont péri au profit de la nation française. Ton frère, Georges. Mon nom est Philibert. J'ai 29 ans, j'habite à Bou. C'est une petite ville près d'Orléans. J'ai une fille qui m'attend à la maison. Elle est toujours collée à la boîte aux lettres, en attendant mes romans, qui ne sont jamais très joyeux. Une fois qu'elle allume mes lettres, elle les met dans son coffret rose. Aujourd'hui, je n'ai qu'un bref souvenir de ma demeure. Elle est perchée sur une colline, entourée de prairies. De mon côté, la lutte contre les Allemands est terrible. J'ai besoin d'affection, mais ce n'est pas ma priorité. Dans ces moments durs, il y a toujours mes compagnons d'armes pour m'aider. Car la fraternité règne dans les tranchées. C'est la seule chose encore humaine dans cette guerre. Nous autres soldats, on se rejoint tous pour boire, jouer aux cartes, se raser. J'espérais que bientôt, on ne ferait plus la fête avec ses compagnons, mais avec notre famille, dans nos maisons, et non dans ces tranchées insalubres. L'hygiène est moindre, difficile de prendre soin de soi. Notre amour-propre est mort, mort comme ceux qui ont péri au combat. Le chiffre tourne autour des 9 millions en tout. Et chez les poilus, on a perdu plus d'1 million de soldats. L'espoir que cela se termine est revenu. Il y a des rumeurs. L'armistice sera signé dans peu de temps. 10 novembre 1918. Ce sentiment majestueux me rend heureux. Les combats sont moins féroces. Les obus gaz sont moins présents. La dépêche de l'armistice est arrivée dans notre tranchée. 11 novembre 1918, 10h45. Un de mes derniers amis est tombé au combat. La tristesse m'envahit. 11 novembre 1918, 11h. Je viens d'apprendre que l'armistice vient d'être signé. Les combats s'arrêtent. La joie me retrouve. Tout le monde jette son arme et pleure de joie. 20 novembre 1918. J'attends mon rapatriement. Mon enfant et ma femme me manquent.
18 octobre 1918. Bonjour, je m'appelle Lucien. J'ai 12 ans. J'ai un frère et une sœur. J'habite à Cleyras-sur-Seine, à côté de Versailles. Mon père est parti à la guerre il y a déjà 3 ans, avec son barda très chargé et sa tenue bleue horizon. J'espère que les Allemands arrêteront ce massacre et que l'armistice sera bientôt signé. Car plus la guerre dure, plus j'ai peur pour la vie de mon père. Avec son départ, ma mère travaille énormément dans les nouvelles usines d'obus. Et elle fabrique des casques, coud des tenues. Par conséquent, je m'occupe de mon frère et de ma sœur. Pour ne pas mourir de faim, j'ai besoin de mon frère pour cultiver les champs. Chaque jour, vers 18h, on écrit tous un petit mot à mon père afin de l'encourager au front. Les journaux quotidiens nous racontent presque jamais des nouvelles rassurantes. Il n'y a que de nouveaux conflits ou 100 morts aujourd'hui. Notre père nous envoie aussi des lettres, des fois, où il nous raconte ses histoires, comme la fois où il s'est pris un shrapnel dans la jambe, ou quand il a aidé une jeune recrue. Les famines sont de plus en plus fréquentes. Qu'est-ce que j'aimerais manger un morceau de fromage ou une saucisse. 30 octobre 1918. Des rumeurs disent que la paix est proche. Les journaux donnent des nouvelles beaucoup moins tristes que la semaine dernière. Les habitants pensent déjà à l'armistice. Même les enfants dans les écoles espèrent revoir leurs parents. Les femmes dans les usines fabriquent de moins en moins d'obus. Les soldats vont peut-être bientôt sortir des tranchées pour pouvoir rentrer chez eux, voir leurs proches et boire un bon café chaud. Espérons ne jamais remettre ce maudit uniforme bleu horizon. Certains de ces soldats, surtout les gueules cassées, vont peut-être perdre leur amour, ou leur famille ne voudra peut-être plus leur adresser la parole. Les zones de combat semblent de moins en moins dangereuses. Certains soldats en sauvent d'autres. N'est-ce pas cela, l'espoir ? 13 novembre 1918. L'armistice est enfin signé. Il y a 2 jours, le 11 novembre 1918, la France a signé avec l'Allemagne un accord de paix. Mon père va enfin pouvoir sortir de ces fossés de boue. D'après ses lettres, il devrait revenir avec nous demain. Il est heureux de bientôt nous revoir. C'est enfin fini. Voilà la fin de la guerre. Quel soulagement. Après 4 ans de bataille, ils vont enfin pouvoir se reposer et ne plus remuer dans tous les sens pour éviter les obus. Les soldats et leurs familles défilent dans les rues pour célébrer la victoire avec une grande gaieté. Les soldats vont tous porter un toast à la fin de la guerre. Les usines d'obus, d'armes et d'équipements ont fermé et les familles ont repris leur rôle. Un de mes copains est devenu orphelin et ne pourra pas fêter tout cela avec son père. La signature de l'armistice restera jamais dans les esprits. 1 an plus tard, la vie reprend son cours. Je suis Henri, le père de Lucien. Ça fait près d'1 an que la Grande Guerre est finie. Le traité de Versailles a été signé depuis 5 mois déjà. Mais les horreurs que j'ai vécues sont toujours en moi. Les séquelles à ma jambe m'empêchent de courir. Mes compagnons de guerre morts me reviennent et me hantent. Aujourd'hui, c'est moi, Lucien, qui écrit. Car mon père est mort il y a 17 jours. Jeudi 6 novembre 1918. À Paris, des rumeurs de fin de conflit deviennent insistantes. La question que se posent les habitants de la capitale est: ces rumeurs vont-elles continuer de résonner jusqu'à couvrir le bruit des canons ? Le président Poincaré se fait très discret dans les ministères, ce qui tendrait à tenir pour acquise la fin de la guerre. Comme un bruit envahissant, l'idée que les soldats pourraient voir la fin des combats semble redonner de la vie aux Parisiens.
Les nouvelles vont se répandre dans les villes, dans les campagnes, par-delà les mers et les océans. Toutes les nations engagées frémissent à l'idée de voir revenir leurs troupes, en espérant que la joie et l'allégresse débordent par paquets entiers. Nos dirigeants auront eu raison de persister dans l'action débutée il y a 4 ans. Les généraux auront su tenir jusqu'à la fin la hardiesse et le courage des Français. Bientôt, les lettres de démobilisation arriveront à bonne destination. L'avenir deviendra alors radieux et la France pourra se reconstruire et panser ses plaies. Les peuples défaits auront à rendre compte de leurs actions devant l'humanité entière. Et lorsque le dernier obus aura éclaté, il sera alors temps pour l'Allemagne. Cet armistice pourrait-il alors être signé dans un train, comme les informations en notre possession semblent l'affirmer ? Auguste Martin, âgé de 29 ans à la date du 18 octobre 1918, n'est pas marié. Je suis à l'arrière, avec certains de mes frères d'armes. Nous sommes heureux d'être ensemble, car nous venons d'apprendre le décès d'un de nos compagnons, notre ami avant tout. Pour que notre morale ne flanche pas, nous préparons un repas pour tout le régiment. Je pense que nous en avons bien besoin. La nuit passant, au petit matin, notre chef nous apprend l'avancée de nos troupes vers le territoire ennemi, conquis dans les mois passés. Les femmes restent dans les villes afin d'aider à la fabrication des munitions. Sur le camp, Fred a inventé une manière efficace pour éliminer les rats, ce qui nous fait passer le temps. Dans la journée, notre réserve d'eau s'épuise et nous attendons la prochaine livraison afin de pouvoir subvenir à notre besoin de boire. Le lendemain, le 20 octobre 1918, une rumeur importante court dans les tranchées et parle d'une certaine paix. Tous ensemble, durant le repas, nous parlons de ces bruits qui courent, mais nous ne voulons pas y croire afin de ne pas être déçus au final. Le repas est composé de pain de campagne, de bœuf, et c'est plutôt nourrissant. Ces moments conviviaux sont les seuls où l'on peut discuter et penser à d'autres choses qu'aux attaques et invasions ennemies. Le 22 octobre au soir, des attaques ennemies surviennent dans les tranchées voisines. Nous nous préparons alors à notre tour à en subir une. 8 jours plus tard, à l'arrière, Nous accueillons les soldats qui reviennent du front. Ils sont épuisés physiquement et mentalement et ont un grand besoin d'amour. C'est à notre tour de remonter au front. À peine arrivés,
Un obus s'écrase sur le sol et libère des billes de plomb. C'est un shrapnel. Un camarade est touché à l'épaule. Nous devons le sauver, même s'il est dans un fossé. Hélas, il meurt de ses blessures quelques instants plus tard. Le 7 novembre, moi et ma troupe retrouvons la tranchée de dernière ligne et je vois un ami fondre en larmes. Je me dirige vers lui pour savoir ce qu'il a. Il me dit qu'il est épuisé de toute cette querelle qui paraît sans fin. Je lui dis par la suite que c'est bientôt la fin, qu'il faut se remuer pour ce qui est certainement les derniers jours de cet horrible conflit, car la rumeur de paix s'intensifie. Le lendemain matin, je reçois une lettre du maréchal Pétain. Elle dit que je dois être à Compiègne le 11 novembre à 5 heures du matin. Je suis Planton dans le wagon qui verra la fin de la guerre. Nous en sortons victorieux. Lors de cette annonce, les soldats du régiment et moi sommes en liesse. Nous avons l'espoir que la France retrouve son cœur d'antan. Le 11 novembre, à Compiègne, je suis dans le wagon, immobile. Les officiels murmurent. Je ne peux donc pas entendre ce qu'ils disent. La signature a lieu à 6 heures. Les pigeons voyageurs envoient les derniers messages de ce conflit, dans tout le pays, pour déclarer la fin de la guerre. L'arrêt des conflits prend place à 11 heures. Les officiels des deux camps se séparent d'une poignée de mains franches. Le 13 novembre, à Paris, les hauts gradés français adressent un discours de félicitations aux soldats, y compris les blessés recouverts de bandelettes. Nous portons alors un toast à notre victoire. Difficile, mais méritée. Le 18 octobre 1918. Je m'appelle Pierrot et je viens d'avoir 12 ans aujourd'hui. Pour mon anniversaire, j'ai une belle chemise bleue. Dans le grenier, j'ai trouvé un journal inutilisé. J'écris donc dans celui-ci. J'habite dans un petit village à la frontière belge. Dans ma famille, nous sommes 5. Ma mère, Charlotte, mon père André, mon petit frère William et ma petite sœur Julie. Mon père est au front et ma mère travaille dans une usine d'armes. Je suis donc obligée de m'occuper de mon frère et de ma sœur et de travailler dans la ferme. J'aime bien aider ma mère en travaillant dans la ferme, car le soir, elle n'a pas le temps. M'occuper de mes frères et sœurs est souvent fatigant et j'ai de plus en plus besoin de repos. Le 20 octobre 1918. Aujourd'hui, après être rentrée de la ferme, je suis allée me promener dans un champ et je trouvais un casque allemand, un masque en caoutchouc et une lettre parlant, d'après ce que j'ai compris, d'une escouade allemande. Mon regard se posa non loin de la route et je vis des taxis roulant en direction de Paris. Je vis également quelques ambulances, probablement des médecins, ramenant des blessés. Soudain, je vis un taxi faire une embardée. J'ai eu très peur, mais le taxi n'avait rien, et moi non plus. 30 octobre 1918. En ce 30 octobre, je suis triste. Mon père est mort. C'était ce matin. Ma mère était en larmes. Elle avait reçu une lettre de mon père. 2 novembre 1918. On a reçu une lettre de l'armée française avec un paquet. Dans celui-ci, il y avait le casque de mon père. J'ai donc décidé, pour lui rendre hommage, de prendre son casque et le casque allemand, et de retourner dans le champ où j'ai trouvé le casque allemand, le masque et la lettre. J'ai pris 2 morceaux de bois et j'ai planté dans le sol. J'y ai posé les 2 casques côte à côte. En ce moment, il y a de plus en plus de rumeurs de paix. Le long fossé creusé entre la France et l'Allemagne se rebouchera-t-il? 10 novembre 1918. Ce matin, pour le petit déjeuner, c'est ma mère. Elle a fait des toasts. D'habitude, c'est papa qui fait les toasts. Enfin, un beau moment de partage et d'entente avec ma mère. Je suis partie me promener dans une prairie et j'ai vu des pigeons voler au-dessus de moi. Ils avaient tous des mots accrochés à une de leurs pattes. 11 novembre 1918. Enfin, nous avons reçu le journal. Après la pluie, le beau temps. Après la peur, la gaieté et la joie, la fin de cette guerre a été annoncée. Nous sommes allés au cœur du village. La foule se remuait.
Tout le monde pleurait de joie, et moi aussi. Ce jour, le 11 novembre 1918, est le plus beau jour de ma vie. Si seulement papa était là. Trois mois après la guerre. La terre recommence aujourd'hui à respirer. Les semailles ont pu être faites dans des conditions pénibles. Il n'y a qu'un seul cheval pour tout le village. Les autres ont été réquisitionnés au début de la guerre. Difficile de faire tirer une charrue par des poules. Mes plaies ont bien guéri. Il restera quelques cicatrices. Et puis cet éclat d'obus que j'ai dans la gorge. Les médecins ont renoncé à l'idée de l'extraire. Je le garderai à vie. Je garderai le goût amer des tranchées, avec leur vision d'horreur. Je continue d'écrire des lettres pour mes camarades d'infortune. Certains sont toujours dans des sanatoriums. La renaissance est longue à venir. Enfin, eux au moins sont revenus. La nuit, le bruit des clairons qui ordonnent l'attaque résonne encore dans ma tête. J'entends les balles fuser à 1 mètre de mes oreilles. Je me réveille trempée et peine à retrouver le sommeil après que je me suis changée. Mais je sens que le bonheur est à portée de bras. Je vais vivre de nouveau et contempler les coquelicots.